Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Il faut savoir aussi qu'au Mexique, on peut être un peu soumis au bon vouloir des mutuelles. Par exemple, dans le cadre d'une opération programmée, donc vous savez que dans 1 mois et demi, vous allez vous faire opérer dans le pays où vous êtes en expatriation, et bien généralement les mutuelles vous demandent de compléter un document qui va plus ou moins leur servir de base de devis pour décider si oui ou non vous allez être éligible à un remboursement. Moi j'ai donc fait remplir ce document par mon médecin et je l'ai renvoyé à la mutuelle. Et là, première nouvelle, j'ai appris que potentiellement mon médecin ne serait pas celui qui m'opérerait parce qu'il n'était pas dans la base des médecins référencés auprès de ma mutuelle. Alors là, vous imaginez, ça fait 2 mois que vous êtes suivi pour un souci de santé, vous voyez ce médecin, vous avez confiance en lui parce qu'il vous a été recommandé, ce médecin vous fait une série d'examens, vous validez, vous bloquez les dates pour l'opération, etc. Et là, bim, votre mutuelle vous annonce que en fait non. Si ça se trouve, ce sera pas ce médecin qui vous opérera et ça devra être un médecin de la base de votre mutuelle. Et puis, il faudra refaire tous les examens, du coup. Mais voilà, sachez qu'en fait, généralement, les mutuelles ont l'habitude de travailler avec certains médecins, et pas tous. Vous l'avez compris, nous allons parler de la santé dans cet épisode. Partir en expatriation vous expose à d'autres systèmes de santé, d'autres cultures médicales, ce qui peut être déroutant parfois. En deuxième partie de ce podcast, la CFE va nous éclairer sur sa couverture santé et faire un point particulier concernant les enfants, les vaccins, les besoins spécifiques comme les AESH ou les dépistages autistiques. Mais avant, je vous propose de parler santé de la femme, suivi gynécologique, système et culture de santé, avec Scarlett Lowe, médecin généraliste qui a été expatriée à Mexico, Washington, en Angleterre et Équateur. Bonjour Scarlett. Bonjour Amélie. Qu'avez-vous pensé du témoignage de Laure ? Écoutez, le témoignage de Laure est tout à fait symptomatique de ce qui peut se passer à l'étranger quand on habite en France et qu'on a l'habitude d'un système de santé qui est le nôtre, qui est donc un système plutôt assez privilégié. Quand on arrive à l'étranger, on se rend compte que finalement les systèmes sont extrêmement différents. C'est souvent une question financière à la base et que par conséquent, il faut savoir à quoi s'attendre et connaître un petit peu les habitudes de chacun des pays. Si vous allez par exemple aux États-Unis ou au Mexique, qui font partie des expériences que j'ai pu avoir. Si vous allez aux urgences pour un problème urgent, on vous demandera, la première chose qu'on vous demande, c'est votre carte bleue. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe qui vous êtes, c'est d'abord la carte bleue et après on discute. Je me suis retrouvée dans une situation où une femme qui avait une hémorragie très importante, j'ai dû l'emmener en voiture parce qu'en fait on ne connaissait pas du tout le système de transport d'urgence, SAMU et autres, on ne savait pas trop comment ça marchait. Du coup je l'avais mise dans ma voiture pour l'emmener aux urgences, elle était vraiment en sale état et elle n'avait pas pris sa carte bleue avec elle parce que c'est vrai qu'elle n'avait pas eu le réflexe et moi non plus d'ailleurs, et donc on s'est retrouvés bloqués à la porte avec quand même une très grande difficulté à gérer. Il a fallu appeler le mari en catastrophe pour qu'il ramène sa carte bleue, enfin bon. Voilà, c'est un détail qui n'en est pas un, mais il faut bien garder en tête les habitudes de chaque pays parce que c'est vraiment extrêmement différent et notamment dans des pays qui pratiquent la médecine privée. Donc je pense que c'est vraiment extrêmement important d'intégrer la question du prix que coûte la santé quand on va à l'étranger parce que c'est une question qu'on ne se pose pas quand on est en France, mais qu'il faut absolument de façon indispensable se poser quand on va à l'étranger. Après, vous pouvez être aussi expatrié dans des pays qui pratiquent un public tout à fait accessible.
notamment en Europe, et en particulier l'Angleterre, parce que c'est un pays que je connais bien, où vous avez un système public qui est bon, qui est ce qu'il est. Hein. Il est très critiqué pour des tas d'aspects, mais qui, dans le fond, finalement, c'est un système qui fonctionne quand même. Voilà, et donc ce système public ne pose pas la question du financement, hein, puisque tout est pris en charge par le système du pays lui-même, et en l'occurrence en Angleterre le NHS. Et quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser concernant la santé quand on est à l'étranger ? Alors, les questions, elles sont diverses parce qu'elles dépendent un petit peu du contexte dans lequel vous partez en expatriation. Vous êtes d'abord pris par le choc culturel. Donc, le choc culturel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez chez le médecin, vous allez être plus ou moins examiné. Les conditions sont différentes d'un pays à l'autre. Il y a un rapport homme-femme qui peut être très compliqué dans certains pays du Moyen-Orient. Il y a un degré de pudeur chez les anglo-saxons. Donc, ça nécessite quand même une adaptation systématique. Hein. C'est pas parce qu'on a été déjà expatrié une fois que c'est acquis. Hein. Chaque expatriation a son lot de surprises. Bien en amont, préparer son départ, prendre contact avec les ambassades ou les consulats, les groupes de ville accueil, pour avoir vraiment une bonne idée de ce qui vous attend là-bas et de qui contacter finalement pour avoir les renseignements et l'appui dont éventuellement vous auriez besoin. La question qui se pose aussi, c'est de savoir si vous allez vivre dans une grande ville, est-ce que vous allez être dans une capitale ou est-ce que vous allez être dans une province. Donc ça, c'est important parce que l'offre de soins n'est pas la même. Il y a des villes où vous aurez plus facilement accès à un certain type de traitement ou d'examen par rapport à d'autres. Hein. L'exemple d'une amie qui était en Turquie, qui habitait à Ankara, c'est une grande ville, Ankara, mais n'empêche qu'elle était obligée d'aller à Istanbul pour faire un certain nombre d'examens, etc. Parce que voilà, l'accès n'y était pas forcément idéal, les tarifs n'étaient pas les mêmes non plus, etc. Donc voilà, c'est une autre question qu'il faut se poser. Suis-je dans une grande ville, une capitale où il y a absolument tout le service disponible, ou est-ce que ça va me demander de voyager voilà, et ensuite, bon, comme je disais, les parcours de soins sont différents. En France, on fait un frottis tous les 3 ou 5 ans, on fait des mammographies à partir de 50 ans tous les 2 ans, on fait un certain nombre d'échographies de grossesse, etc. Et les parcours ne seront pas les mêmes selon certains pays. Donc voilà, donc il faut connaître un petit peu ces parcours-là et qui font tout ce suivi et ces examens. Parce que bon, quand on est une femme, on l'est de l'adolescence, j'allais dire, après la ménopause. Et donc pendant toute cette période-là, il y a des étapes importantes. Hein, la santé de la jeune femme, la détection des maladies, le suivi de grossesse, les examens de prévention. Donc il y a énormément de choses qui se passent dans la vie d'une femme sur lesquelles il y a un besoin de soins et ces soins peuvent être apportés par différents types de soignants. Hein. Ça peut être des gynécos, ça peut être des médecins généralistes, ça peut être des sages-femmes, ça peut être aussi des infirmières. Hein. Il y a des pays, notamment en Angleterre, où c'est beaucoup les infirmières qui font tout ce qui est prévention. C'est elles qui font les frottis. Les sages-femmes font des suivis de grossesse, y compris des accouchements à domicile, etc. Donc il y a plusieurs interlocuteurs et il ne faut pas hésiter à d'abord savoir quel est le parcours habituel, hein, et puis qu'est-ce qui est possible ou pas dans le pays dans lequel on atterrit. Alors justement, en ce qui concerne le suivi gynécologique, quels sont vos conseils ? Pour ce qui est du suivi, moi je dirais avant de partir, quand on quitte la France, si c'est de la France qu'on part, je pense que le mieux c'est de faire le point avant de partir avec un ensemble d'examens radio, frottis, prise de sang, faire le point avec son gynéco sur voilà comment est-ce que lui voit les choses en termes de suivi ou en termes de suite de soins, quand est-ce qu'il faut faire les échographies, les tests pour la trisomie, etc. Enfin voilà, dans le cadre des grossesses. Donc faire un bilan avant de partir. Si vous prenez des médicaments, notamment la contraception, mais pas que, sur des traitements que vous prenez au long cours, partez avec une réserve de médicaments pour ne pas être pris court par cet aspect purement matériel. Je veux dire, en début de séjour où vous aurez 50 000 autres sujets à traiter, que vous ne soyez pas embêtés par cet aspect-là. Et donc, ce qu'il faut bien préciser au médecin qui vous fait l'ordonnance, c'est de vous faire une ordonnance sur 6 mois, en précisant que vous partez à l'étranger de façon à ce que vous puissiez partir avec 6 mois de traitement. Sinon, les pharmacies vous les refusent. Ils vous diront non, c'est 3 mois, mais pas plus. Et puis, l'autre chose qui est importante, c'est dans les traitements que vous prenez, il faut connaître le nom générique de ces médicaments. Alors, en France, c'est devenu maintenant plus la routine de prescrire en générique. C'est pas le cas pour tout le monde, pour tous les médecins. C'est pas le cas ça n'apparaît pas forcément sur les boîtes de médicaments.
Donc je pense que c'est important de connaître le nom générique, parce que le principe du nom générique, c'est le nom qu'on va retrouver dans tous les pays du monde. Et donc ça permet de retrouver l'équivalent, le produit équivalent pour les futures prescriptions. Si le nouveau médecin que vous aurez à l'étranger doit vous prescrire la même chose, tant qu'à faire, si le nom commercial n'est pas le même, ce qui est souvent le cas, il faut au moins que le générique et les dosages soient équivalents pour assurer une continuité sereine. L'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez le projet d'être enceinte, d'avoir des enfants à l'étranger? Donc parce que ça, c'est un autre pan extrêmement important de la prise en charge. Bien se renseigner sur comment ça se passe, les lieux pour accoucher, le suivi, etc. Est-ce qu'il y a des pédiatres qui sont aussi facilement disponibles, qui peuvent suivre vos bébés? L'autre sujet qui est important, c'est si vous vous orientez vers un hôpital en particulier, demander s'il y a un service de néonatologie ou en tout cas des spécialistes en néonatologie, c'est-à-dire la spécialité des bébés à la naissance, des tout petits. Ça c'est un facteur important parce que s'il y a un souci à la naissance, il faut que le petit soit pris en charge. Et puis, la dernière recommandation que je ferai, c'est que quand on vit à l'étranger, on est soumis à des calendriers, je dirais, différents selon l'endroit où on se trouve. Et je pense qu'il faut garder un calendrier de référence. Quand je parle du calendrier, je parle des mammographies, des frottis, des échographies pelviennes, etc. dans le suivi. Quand on est suivi pour une pathologie particulière, voilà, je pense qu'il faut fixer un calendrier pour ne pas être perdu dans la prise en charge, faire trop d'examens parce que alors faire trop d'écho c'est pas très très grave, faire trop de mammographie c'est pas bien parce que c'est beaucoup de rayons les mammographies et donc il faut pas en abuser, il faut les faire à bon escient. Voilà, donc je pense que c'est important de garder le calendrier et je dirais la même chose parce que c'est en lien pour les enfants. Les calendriers vaccinaux sont différents d'un pays à l'autre et donc il faut choisir un pays de référence et vous fixer à ce pays-là de référence. Ils le comprennent très bien, en Angleterre c'est un peu différent. En Amérique du Sud, c'est un peu différent. Et ils comprennent très bien qu'on veuille suivre le calendrier à partir du moment où vous en avez la référence. Le calendrier de vaccination, vous le trouvez sur Internet. Et donc, vous suivez ce carnet de vaccination de façon à pas être perdu. Parce que si un jour vous revenez en France, au moins vous serez dans les clous. Et il n'y aura pas de loupé sur ces questions-là. Et alors, il y a clairement des sujets où on n'est pas très à l'aise quand on ne parle pas dans sa langue maternelle, ou tout bêtement, c'est une langue qu'on ne maîtrise pas trop. Quels sont vos conseils? C'est là qu'est l'intérêt de trouver des soignants qui soient binationaux, qui comprennent à la fois la langue et la culture, parce que ça va ensemble. Mais c'est vrai que sur des questions intimes, notamment dans le domaine de la santé de la femme, c'est important qu'on se comprenne bien, sachant que ce qu'il faut vous dire, c'est que ce que vous ressentez vous, d'autres femmes le ressentent aussi dans d'autres pays, et donc les médecins sont habitués à entendre des discours sur des choses plus personnelles. Et alors, que dois-je faire si je veux être confortée dans ce que me propose un médecin ou une interprétation d'un résultat? J'ai des doutes, je ne suis pas forcément sûre à 100%. Que proposez-vous? Alors, il y a une façon très utile et très pratique que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle la téléconsultation. La téléconsultation, vous savez, sont des consultations qu'on fait à partir de plateformes qui sont sécurisées, donc à partir de votre ordinateur, et qui vous permet d'avoir accès à un médecin n'importe où dans le monde, un médecin de votre choix, qui pratique sur ces plateformes. Si par exemple on vous disait, on a trouvé ça à l'échographie, il faut qu'on fasse une biopsie, ou il faut qu'on vous enlève l'utérus, ou il y a une lésion bizarre sur le sein, il va falloir qu'on fasse, qu'on vous opère. Vous n'êtes pas bien sûr de la décision, que vous avez besoin comme si vous alliez demander un deuxième avis pour être sûr d'être conforté dans cet acte. Vous pouvez toujours passer par ces plateformes. Alors, il y en a plusieurs qui fonctionnent bien en France. Je vais vous en citer quelques-unes, mais c'est loin d'être exhaustif. Il y a Care, Maya, Livy, qui sont 3 plateformes qui fonctionnent bien et sur lesquelles vous prenez rendez-vous avec un spécialiste et donc vous avez donc une communication en direct avec caméra à la clé. Donc vous pouvez uploader vos comptes rendus, vous pouvez montrer des images, vous pouvez communiquer de façon safe des documents médicaux et puis confidentiels et discuter donc du coup dans votre langue avec le spécialiste en question pour pouvoir prendre une décision quant à la
la prise en charge. Donc ça, c'est une chose qui fonctionne très bien. La seule chose à respecter, c'est le décalage horaire, je dirais, mais franchement, c'est accessible. Il y a énormément de médecins sur plateforme. Moi, j'en connais quelques-uns et dans certaines spécialités, ça marche très très bien. Et alors, vous avez vous-même vécu dans plein de pays et vous êtes médecin généraliste. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé la médecine dans ces pays-là et quel était votre ressenti sur les médecins? Moi, j'ai trouvé que c'était une médecine globalement de qualité, parce que je suis aussi tombée dans des pays et sur des médecins probablement qui m'inspiraient confiance. Alors moi, c'est sûr que moi j'ai un biais, c'est que un délit d'initié, on va dire. Donc, j'ai pas eu trop de difficultés à trouver les bons correspondants. Et puis, je pense qu'il y a un aspect qui est important à comprendre, c'est que beaucoup des praticiens, qui soient médecins, chirurgiens, sages-femmes ou certaines infirmières, beaucoup de ces praticiens sont formés souvent dans des pays de type États-Unis, Europe. Donc, ce sont des gens qui ont quand même une formation médicale qui tient la route, avec de bons réflexes. Des bons et des mauvais médecins, il y en a partout, même chez nous en France. Et donc, il faut se rassurer sur le fait que même si les parcours sont différents, les praticiens sont bien formés. Ils ont quand même une notion du soin efficace et raisonnable qui est bien présente à l'esprit. Après, c'est vrai que la pratique, elle dépend beaucoup des moyens du bord, tant sur le plan financier que sur l'accès aux soins de manière générale. Je vous propose d'écouter le deuxième témoignage de Laure qui parle de la force du réseau français pour avoir des conseils sur les médecins à l'étranger. Un point que je trouve assez intéressant ici, quand on est à l'étranger, c'est le fait de très rapidement avoir accès à un peu un pool de médecins spécialisés et recommandés. C'est-à-dire qu'en fait, souvent en France, on va suivre le parcours classique. On a un problème, on va à l'hôpital et puis hop, on nous envoie voir un tel, etc. Mais finalement, on n'a pas vraiment notre mot à dire ou on pose pas vraiment de choix vis-à-vis du médecin qui va nous opérer en fonction de la problématique qu'on a. Je trouve qu'ici, c'est différent parce que on va vraiment avoir ce choix-là. Et ce qui est un peu une force du réseau français là-dessus à l'étranger, c'est que en 3 secondes, vous avez besoin d'un pédiatre spécialisé dans tel domaine pour les enfants, d'un gynécologue qui soit oncologue, etc. En 3 minutes, les gens vont vous donner en fait ces contacts-là et vont également vous faire un retour d'expérience, c'est-à-dire qu'ils vont vous partager leur vécu avec ce spécialiste. Et ça, je trouve que c'est extrêmement riche. On n'a pas accès à ce type de recommandations en France, ou en tout cas, si on l'a, on l'aura pas aussi rapidement et ce sera pas étayé d'exemples. Parce que c'est ça qui est important à l'étranger, c'est d'avoir confiance. Oui, donc Laure le dit très bien. Moi, ça me fait penser, effectivement, on a ces groupes WhatsApp où on pose une question et dans la minute, on a tout de suite une réponse. Alors évidemment, il faut faire attention, mais d'avoir plusieurs personnes qui ont le même avis sur le même médecin et surtout si on est dans l'urgence, on a tout de suite ces réponses, c'est quand même quelque chose qu'on voit qu'à l'étranger, ça. Oui, ça c'est sûr que c'est très utile. Alors maintenant, il y a quand même les groupes Facebook par quartier, choses comme ça, où je cherche tel spécialiste, etc. Bon, ça se fait maintenant. C'est vrai qu'à l'ère du numérique, ça se fait plus facilement. Mais à l'étranger, c'est ultra précieux parce qu'on débarque et donc le fait d'avoir le soutien d'une communauté qui vous dit faut faire comme ça, faut aller voir un tel, on y va quand même beaucoup plus volontiers qu'en cliquant sur un inconnu pour prendre rendez-vous. Alors, avant qu'on se sépare, comment aimeriez-vous finir ce podcast et quel serait votre mot de la fin? Écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que l'expatriation, c'est une très belle expérience. On découvre beaucoup de choses. Je pense que ça nous permet aussi de relativiser sur un certain nombre d'aspects qui peuvent nous énerver sur le système français, qui a quand même ses défauts aussi. Mais donc,
je pense qu'il faut quand même réaliser qu'en France, on a beaucoup de chance, mais que tous les systèmes ont leurs limites, hein, et il n'y en a aucun qui est vraiment idéal. Voilà, je pense que ça reste une très belle expérience et il ne faut pas que la question de la santé soit un blocage ou une source de stress quand on part à l'étranger. Il faut profiter de ces opportunités qui sont des belles opportunités de vie, mais en même temps, il faut être préparé et être prudent. L'importance donc de cette préparation, évidemment, à la fois sur les questions financières et sur le parcours de soins, c'est-à-dire vers qui je vais me tourner pour tel type de situation. Donc ça, c'est important. Voilà, alors après vous avoir dit tout ça, je ne vous cache pas que moi je suis partie, j'étais encore fin d'études, donc j'avais 27 ans quand je suis partie pour la première fois en expatriation. J'étais super grisée à l'idée de quitter la ville où j'avais passé les 27 premières années de ma vie et je me suis posé 0 question et voilà, et puis, j'ai appris. J'ai appris en me prenant quelques murs, en réalisant comment c'était. Et voilà, je regrette pas, hein, bien sûr. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas les Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc bon, il a fallu se débrouiller. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour pouvoir se préparer en amont. Et du coup, il faut pas lésiner sur le détail parce que la vie est aussi un petit peu plus compliquée aujourd'hui. Et donc, c'est bien d'y être préparé. Un grand merci Scarlett pour tous vos précieux conseils. Et vous l'avez bien dit, la santé ne doit pas être un sujet et il faut partir bien préparé en amont. Exactement. Le podcast n'est pas fini. Nous accueillons Karine Larvor, responsable communication CFE, et Pauline Idelot, du service Action sanitaire et sociale Prévention. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Amélie. Alors, Rachida Kassi, dans l'épisode sur la protection sociale, nous a parlé du système de remboursement de la CFE, mais j'aimerais parler avec vous un peu plus en détail de la couverture de la CFE. Oui, en effet, la CFE propose des assurances santé, comme l'a expliqué Rachida. Et donc, le remboursement de ces soins santé sont tous expliqués dans le tableau de garantie qui est disponible sur le site Internet, avec l'explication des différentes zones. Parce qu'il faut savoir que donc pour les soins en France, on se base en effet sur les montants de la sécurité sociale française. Par contre, pour les soins à l'étranger, on rembourse en taux et en forfait de la dépense réelle. Et ces taux et ces forfaits sont définis selon différentes zones, de 1 à 5, en fonction des pays. Pour toute question sur les remboursements de soins, même un petit peu spécifique, il faut se référer sur ce tableau de garantie où tout est expliqué et les montants et les pourcentages de prise en charge. Et alors, quand on décide d'aller voir un médecin à l'étranger, on peut aller voir n'importe quel médecin ou il y a une liste de médecins homologués par la CFE? Alors non, il n'y a pas du tout de liste et pareil, on ne dépend pas d'un parcours de santé. En France, avec Amélie, on a mis en place, amélie.fr, on a mis en place un parcours de soins de santé, mais la CFE n'applique pas du tout ce parcours de santé. Vous pouvez aller consulter n'importe quel médecin. Je précise bien au niveau CFE. Vous pouvez avoir des obligations différentes en fonction de vos mutuelles. Alors justement, on l'a entendu dans le témoignage de Laure au début de cet épisode, il vaut mieux se renseigner auprès de sa mutuelle. Oui, surtout lorsqu'on a une hospitalisation, typiquement, en effet, il vaut mieux se rapprocher de sa mutuelle. Il faut savoir que la CFE, quand même, propose un tiers payant hospitalier. Et donc, dans ce cas-là, en cas d'hospitalisation, il faut prendre contact avec notre assisteur. Il y a des conditions d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de ce tiers payant. Si votre mutuelle vous refuse une prise en charge, en effet, la CFE ne pourra pas intervenir en plus de votre mutuelle. C'est elle qui reste décisionnaire. Y a-t-il une carence pour les produits de la CFE sur la santé? Alors oui, il y a une carence en fonction surtout de votre départ. Si ça fait moins de 3 mois que vous êtes parti de France et que vous voulez souscrire à l'assurance santé, vous n'aurez pas de carence. Par contre, si vous êtes parti depuis plus de 3 mois et que vous voulez souscrire à l'assurance santé, dans ce cas-là, vous aurez une carence de 3 mois si vous avez entre 18 ans et 45 ans. Et pour les plus de 45 ans, ce sera 6 mois. Pauline, on va parler avec toi prévention santé. Quel est le calendrier pour les mammographies, frottis, etc., pour tout type de dépistage? Et sommes-nous toujours remboursés?
Alors, au niveau de la CFE, nous n'organisons pas de campagne de dépistage comme on le connaît sur le modèle du régime général en France. Donc souvent, les assurés, justement, nous contactent en s'étonnant de ne pas avoir reçu les fameuses invitations que l'on doit fournir aux professionnels de santé. Donc ça, on ne le fait pas. Par contre, effectivement, dans le cadre de la prévention, tous les actes de dépistage sont pris en charge. Alors, on va avoir 2 cas différents. Soit on profite d'un séjour en France pour effectuer ces dépistages. Donc là, auquel cas, on se réfère, comme l'a dit Karine en préambule, sur les bases et taux de la sécurité sociale. À l'étranger, alors c'est un petit peu différent, mais c'en est pas moins simple puisque vous vous rendez chez votre médecin ou professionnel de santé pour effectuer le dépistage. Et pareil, il vous suffit de déposer facture détaillée acquittée, ordonnance, sachant que pour tout ce qui est dépistage du cancer du sein, donc mammographie, il y a une majoration qui est appliquée par rapport à la base sécurité sociale pour les coloscopies, dépistage du cancer colorectal et cancer du col de l'utérus, tout ce qui va être analyse de laboratoire, la consultation, le prélèvement, là, on se réfère au tableau de garantie, donc selon le pays dans lequel on se trouve par rapport à la zone et la nature des actes. Mais il y a une prise en charge qui est prévue puisque le principe de la prévention, c'est de pouvoir, si maladie il y a, détecter au plus tôt parce qu'on le sait très bien que les maladies, plus elles sont prises en charge tôt, plus les taux de guérison sont importants et surtout, plus on prend tôt les maladies et moins il y a de soins derrière. Et concernant la vaccination, est-ce que c'est bien pris en charge par la CFE ? Oui, alors il y a 2 sortes de vaccins. On va dissocier puisque le remboursement n'est pas le même. Donc vous avez tout ce qui est vaccin, ce qu'on appelle admis au remboursement par le régime général en France. Donc c'est tous les vaccins qu'on connaît, par exemple pour les enfants. Ça, ils sont pris en charge par la caisse selon le tableau de garantie, toujours pareil, selon la zone du pays où ils sont dispensés. Et on a une deuxième chose, là, ça va être les vaccins liés à l'expatriation, qui, eux, ont une particularité. Lorsque vous les faites en France, ce type de vaccin, donc par exemple, ça peut être la fièvre jaune, l'hépatite A, le choléra, ce sont des vaccins qui ne sont pas pris en charge par le régime général. Nous, la particularité de la CFE, et ce qui est un petit peu, on va dire, une plus-value pour notre organisme, parce que peu d'organismes le font, nous prenons en charge à 100% de la dépense réelle engagée tous les vaccins liés à l'expatriation. Et cela, même dans les 3 mois qui précèdent l'adhésion, puisque je pense que vous le savez, certains vaccins nécessitent plusieurs injections avant d'arriver dans le pays. Donc, si ces vaccins sont faits 3 mois avant l'adhésion, on les prend également à 100% de la dépense réelle engagée. On propose aussi au niveau de la CFE, grâce au budget de l'action sanitaire et sociale, la prise en charge des traitements antipaludéens préventifs. Donc pareil, ce sont des traitements qui sont assez onéreux et qui ne sont pas pris en charge par le régime général et qui sont rarement pris en charge par les mutuelles. Mais c'est effectivement une particularité de la CFE dont on est fier parce que la prévention du palu est très importante. C'est souvent une maladie que les expatriés sous-estiment, mais je pense que tout expatrié qui a un jour contracté le palu pourrait témoigner de l'importance d'un traitement préventif plutôt que d'un curatif. Karine, comment ça se passe concernant les maladies chroniques ? Je pense par exemple au diabète ou alors santé mentale, psychiatre, etc. Alors pour les maladies chroniques, si la maladie est reconnue comme une affection, ce qu'on appelle une affection longue durée, vous pourrez bénéficier d'une prise en charge. Alors, sous condition bien évidemment de répondre à certains critères, mais en tout cas les affections longue durée peuvent bénéficier d'une exonération au niveau des remboursements, ce qui fait que vous serez remboursé un peu plus que si vous n'avez pas d'exonération. Et donc pour la partie psychiatrique, tout est décrit dans le tableau des garanties, que ce soit la consultation, on a tous les modes de prise en charge et également que ce soit les séjours hospitaliers. Et Pauline, je pense à des enfants qui ont des besoins spécifiques, comme par exemple AVS ou alors des enfants autistes. Que propose la CFE ? Alors, au niveau de la CFE, donc effectivement, le service d'action sanitaire et sociale propose des aides
Par exemple, pour ce qui va être le bilan que l'on doit faire lorsqu'il y a une suspicion, par exemple, de troubles du spectre autistique, d'autres maladies comme le TDAH. Donc, ce sont des bilans qui, en général, sont assez onéreux puisqu'ils font appel à des professionnels de santé spécialistes tels que des neurologues, des pédopsychiatres. Et ce bilan n'est pas pris en charge normalement puisque c'est quelque chose de très spécifique. Donc, l'aide peut être de deux types. Ça peut être une aide financière. Donc, dans ces cas-là, les assurés nous contactent. Nous, on peut proposer d'étudier le dossier. Donc, il suffit de nous contacter pour faire une demande d'aide financière. Donc, ça permettra de pouvoir pallier au reste à charge qui peut être important puisque tout le monde n'a pas de mutuelle et même certaines mutuelles ne remboursent pas ce type de bilan. Donc, ça peut être une aide financière accordée. Alors, c'est toujours soumis à étude de dossier, bien sûr, mais ça permet à la famille d'avoir un soutien financier. Donc, on peut effectivement, peu d'expatriés le savent, mais lorsqu'on a un enfant qui se trouve en situation de handicap, on peut effectuer un dossier de demande d'allocation auprès de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. Cela se fait par le biais du consulat de rattachement. C'est eux qui mettent en lien les expatriés avec la MDPH. En général, le service social du consulat peut aider les familles à constituer le dossier, mais ça permet soit d'obtenir une allocation enfant handicapé, ce qui n'est pas négligeable parce qu'on sait très bien que ça engendre forcément des coûts de garde, de spécialistes qui ne sont pas forcément reconnus, donc pas remboursables. Donc ça peut être une allocation enfant handicapé, mais ça peut également permettre d'obtenir ce qu'on appelait une AVS. Maintenant, on l'appelle une AESH. Donc ce sont les auxiliaires de vie scolaire qui permettent à un enfant qui a un handicap d'être scolarisé de la même manière que n'importe quel autre enfant, simplement parce qu'il a des besoins particuliers, il a besoin d'être assisté. Mais voilà, une AVS, c'est très important pour l'inclusion des enfants auprès de lycées, de collèges, d'écoles, avec n'importe quel enfant. Par contre, il faut savoir qu'il faut que l'enfant soit scolarisé dans un établissement français. Si c'est un établissement local, là, pour le coup, l'AVS ou l'AESH ne peut pas s'appliquer. Lorsque un expatrié se trouve dans une situation un petit peu particulière, il faut surtout pas hésiter à contacter le service d'action sanitaire et sociale. Soit on peut apporter effectivement une aide concrète, soit si ça ne relève pas de notre compétence, on est à même à orienter les personnes vers des organismes et des structures qui pourront les aider et les accompagner. Je sais que vous avez des publications spécialement pour les jeunes, et ça peut intéresser nos auditrices, et aussi d'autres informations axées prévention pour un public plus large. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. L'Action sanitaire et sociale prévention offre 2 publications. Donc la première est le MAC Santé Jeune. Donc c'est une publication annuelle qui est destinée à une cible 12-20 ans. C'est un magazine sur un format court de quelques pages traitant de thématiques adaptées aux adolescents. L'objectif principal, c'est donner des informations qui peuvent répondre aux problématiques rencontrées, parce qu'on sait que les adolescents, préadolescents se posent plein de questions, mais n'ont pas forcément l'envie ou la capacité de le poser à leurs parents ou à d'autres personnes, en tout cas des adultes qui pourraient peut-être les orienter. Donc voilà, ça répond à des thématiques vraiment ciblées adolescents, des petites informations, des liens utiles s'ils souhaitent aller plus loin dans la réflexion. C'est un magazine vraiment purement informatif. On n'est pas un professionnel de santé, on n'est pas un médecin, on n'a pas vocation à remplacer un médecin, une consultation ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment plutôt pour les inviter à s'interroger si effectivement ils rencontrent ces problématiques et se dire j'ai eu des informations, ça répond un petit peu, mais je vais m'orienter peut-être vers d'autres personnes. Ça peut être l'assistante sociale, ça peut être l'infirmière de son école, de son lycée, ou de ses parents, si c'est des choses simples. On a plusieurs numéros qui sont disponibles en libre accès sur le site web de la CFE. Donc, on a la sexualité et la contraception, les drogues, les tatouages et les piercings, accro aux écrans,
puisqu'on est sur une génération qui est très très portée écran et numérique, et une publication sur le bien-être. Et ensuite, on a le fil en action, qui est là une publication semestrielle qui est plutôt destinée là à un public plus large, vraiment tout âge, on va dire. C'est là sous un format de fiche pratique et qui traite également de différents sujets de prévention. L'objectif étant de donner des conseils pratiques, des informations générales et de renvoyer sur des liens de sites dédiés à la santé. De la même manière que pour le Mag Santé Jeune, nous avons des numéros qui sont disponibles sur le site sur la maladie de Nash, la maladie de Lyme, le mal de dos, sur les risques solaires, l'endométriose, qui est un sujet dont on parle de plus en plus, et également le bien-être. Karine, Pauline, merci beaucoup pour toutes ces informations qui nous éclairent sur l'aide que propose la CFE. Merci à toi. Merci Amélie. Dans le prochain épisode de l'expatriation au féminin, nous parlerons des mœurs et droits locaux. Alors je vous dis à bientôt. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.